C'est l'heure de la santé, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de répondre à ce rendez-vous de tous les mardis. Ce soir, nous allons parler des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage chez les enfants. Quels sont ces troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage? Comment peut-on les détecter ou les diagnostiquer tôt afin de les traiter à temps? Ce sont là quelques questions, mais la plus importante à savoir, c'est quelles sont les principales causes de ces troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Nous aurons droit à des réponses à toutes ces questions et bien d'autres encore tout à l'heure avec nos deux invités. Merci de nous tenir compagnie. Nous sommes ensemble pour 1 heure de temps. Bienvenue dans Santé d'abord. Permettez-moi de vous présenter les invités de ce soir. Il s'agit de Monsieur Kossi Etonyo à ma gauche. Voilà, Monsieur Etonyo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci d'être là sur le plateau de Santé d'abord. Vous vous sentez bien? Oui, je me sens très bien. Bien à l'aise? Bien à l'aise. Très bien, j'espère qu'on fera une très belle émission ce soir. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Et à ma droite, Monsieur Kossi Alfred Coré. Monsieur Coré, bonsoir. Bonsoir, Carole. Vous allez bien également? Oui, je vais bien. Ils sont tous les deux des orthophonistes. Alors, chers invités, soyez les bienvenus encore une fois dans cette émission. Merci beaucoup. C'est votre première fois? Oui, c'est la première fois. Mais pas trop stressé? Pas du tout. Pas du tout. On va y aller. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes des orthophonistes, Monsieur Coré. En d'autres termes, comment peut-on vous appeler afin de mieux faire connaître votre travail à ceux qui nous regardent ce soir? En français facile, l'orthophoniste, c'est qui? Un orthophoniste, c'est le spécialiste de la santé qui s'occupe de tout ce qui est difficulté de langage. Et là, il fait la prévention, il fait le diagnostic, il fait aussi le traitement des troubles qu'on appelle les troubles d'articulation, les troubles de la parole, les troubles du langage, les troubles de la communication, les difficultés de la déglutition. C'est ça. Et aussi, en dehors de ça, il y a aussi les difficultés d'apprentissage scolaire chez les enfants qui sont scolarisés. Et tout ceci, ça peut se retrouver chez l'enfant, chez l'adulte ou chez la personne âgée. Autrement dit, l'orthophoniste intervient à tout âge. Très bien. Nous allons développer tout ça. Vous êtes donc là ce soir pour nous aider à comprendre ce qu'on entend par les troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Alors, Monsieur Etonyo, dites-nous généralement si nous prenons ces troubles du langage et de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous définissez un trouble du langage? On aimerait bien savoir. Et un trouble de langage, c'est toute difficulté ou altération qui touche les capacités langagères. Donc, cette capacité langagère, lorsqu'elle est touchée, ça entraîne des difficultés chez l'enfant ou chez la personne âgée. Donc, lorsqu'on parle de trouble du langage, il peut s'agir d'un enfant qui ne parle pas ou d'un enfant qui parle, mais le langage n'est pas assez développé comme les autres enfants. Ou les troubles du langage également peuvent être des troubles acquis. Là, la personne parle très bien, mais suite à une maladie, la personne perd la parole. Donc, les troubles de langage concernent l'expression et la compréhension. Donc, ces deux aspects peuvent être touchés, la compréhension et l'expression, ou c'est carrément l'expression ce qui est touché. Donc, lorsque nous parlons de troubles du langage également, il y a le langage oral et le langage écrit. Là, c'est comme si, je ne vous arrête pas, mais c'est comme si vous êtes en train de nous citer les différents types de troubles de langage. Est-ce que c'est bien le cas? Ou bien ils ne sont pas encore là? Oui, c'est bien. Nous, on veut savoir juste la définition. Le trouble du langage, qu'est-ce que c'est pour le profane? Oui, pour le profane, c'est que la personne a des difficultés pour parler. Très bien. Difficulté de communiquer. De communication. Mais lorsqu'on parle de trouble du langage, il ne faut pas oublier l'aspect, le langage écrit. C'est les deux aspects. Lorsqu'on parle de langage, il y a un langage oral et un langage écrit. Donc, lorsqu'il y a une altération ou bien une difficulté, soit au niveau du langage oral,
soit au niveau du langage écrit, on parle de troubles du langage. Monsieur Kouré, lorsqu'on parle de ces troubles de langage, il y en a qui sont spécifiques. Et c'est de ça on va parler ce soir. Et ces troubles sont divers. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns et mettre surtout l'accent sur les plus fréquents? On ne va pas faire une longue liste, mais juste les plus fréquents de ces troubles que vous rencontrez dans l'exercice de votre profession. Voilà, donc quand on parle des troubles spécifiques du langage, normalement, c'est des troubles observés chez un enfant qui a une intelligence normale, mais au niveau du langage, ça ne se développe pas comme les autres. C'est ça. Alors, exemple très simple, c'est que l'enfant n'arrive pas à dire correctement les mots. Vu son âge, normalement, il devait dire les mots, mais il n'arrive pas à le dire. Ou il devait mettre ensemble deux mots pour construire une phrase simple, il n'arrive pas à le faire. C'est ça. Donc, alors qu'il a une bonne intelligence. Et ces troubles, ils sont aussi développementaux. C'est-à-dire qu'un trouble spécifique apparaît au moment du développement de l'enfant. Voilà. Donc, chez l'enfant qui a une intelligence normale. C'est ce qu'on parle de spécifique. Sinon, en dehors de ça, il a bien parlé des troubles acquis du langage, qui ne sont pas aussi des troubles spécifiques. Voilà. Très bien. Et si nous prenons tous ces troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage, est-ce qu'ils constituent un problème de santé publique? Si oui, pourquoi? Oui. Surtout quand vous ajoutez les troubles spécifiques en rapport avec les apprentissages scolaires surtout, voilà, et d'autres apprentissages également. Voilà. Et donc, quand on prend ça, tout combiné, on pense que les estimations, il n'y a pas d'études encore au Togo, mais les estimations montrent qu'il y a 10% des enfants qui sont dans le cas. 10% des enfants, c'est énorme. Énorme, c'est pour ça qu'on pense que ces troubles entraînent un problème de santé publique. C'est ça. Parce que occasionnent des conséquences très graves. D'accord. Alors, le premier cas que nous allons vous présenter ce soir, il s'agit d'une petite fille de 5 ans qui souffre d'une infirmité motrice cérébrale, IMC. Alors, ces séquelles ont fait que l'enfant a des difficultés de préhension, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas saisir ou prendre des objets, moins encore les manipuler avec ses mains. Elle ne parle pas non plus. Ça veut dire que cette petite fille a des difficultés aussi du langage. Alors, comment se présente l'état de santé général de cet enfant et en quoi va consister le travail de l'orthophoniste? Pour ce cas précis, la petite Kafi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été confiée à la gentille orthophoniste qui s'appelle Aimée. Nous allons apprécier tout à l'heure le travail d'Aimée au niveau du service d'orthophonie du côté du CNAO. C'est tout de suite les premières images. Kafi est une petite de 5 ans et elle a une IMC, ce qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale. Et en orthophonie, le trouble qu'elle a, c'est qu'elle a un retard de parole. Et à part ça aussi, elle a des difficultés de motricité fine. C'est ce qu'on prend en charge en orthophonie. Et aussi, elle a des bavages. Donc, ce que moi je fais, je l'aide à mieux à améliorer son stock lexical, à avoir une meilleure préhension des choses et à réduire son bavage. Au cours de cette séance, elle passera aussi au massage bucco-lingo-facial pour tonifier par exemple les joues, pour donner encore ce réflexe à la langue de pouvoir avaler la salive. Dès que l'enfant constate qu'il y a la salive dans la bouche. Et nous profitons aussi pour faire aussi des séances de langage, pour augmenter le stock de l'enfant, parce qu'actuellement l'enfant n'a aucun mot qui peut toutefois l'aider à communiquer ou bien à discuter avec ses parents. Donc c'est ce que vous êtes en train de voir, qu'elle est en train de faire, pour l'aider à manipuler, à avoir une bonne motricité fine des mains. Oui, j'aime beaucoup les enfants. Et ce n'est pas seulement les enfants, l'orthophoniste travaille aussi avec les adultes. Et bon,
voilà un peu, on travaille avec les enfants, tous les enfants qui sont et handicapés et non handicapés, les enfants qui bégayent, les adultes aussi, les jeunes aussi qui bégayent, les grandes personnes aussi qui, suite à un AVC, qui ont des difficultés à parler, on les aide aussi à mieux parler. Voilà, Monsieur Etognon, est-ce que le cas de Kafui est un cas compliqué? Est-ce qu'elle a vraiment besoin de l'aide? C'est ce que moi je remarque, hein, je constate. Cette fille a vraiment besoin d'aide. Bien sûr que cette fille a besoin de l'aide. Et l'aide se trouve à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau du bavage. Voilà. C'est une fille qui a la salive qui coule. Il faut que l'orthophoniste travaille pour tonifier les organes, et la langue, les lèvres, tout ça, pour que cette fille puisse être sensible lorsqu'il y a la salive dans la bouche, être sensible et puisse l'avaler. Là, le travail que l'orthophoniste va faire, ça va permettre à cette fille de ne plus avoir la salive qui coule. Au niveau également du langage, c'est une fille qui n'a pas de mots. Donc l'orthophoniste va travailler pour augmenter son stock lexical, pour que l'enfant puisse avoir beaucoup de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Également au niveau de la motricité fine, c'est une fille qui n'arrive pas à tenir les choses dans la main. Donc l'orthophoniste va travailler pour que cette fille puisse avoir une bonne compréhension des objets. Et plus tard, si la rééducation avance, pour pouvoir manipuler les petites choses et écrire plus tard. Donc c'est une fille qui a vraiment besoin de l'aide. Et non seulement l'orthophoniste va travailler, mais également la famille va continuer par travailler pour que la fille puisse se récupérer. Très bien, Monsieur Coré, ça veut dire que le travail ne sera pas facile et ça va être un travail pluridisciplinaire. Est-ce que c'est seulement l'orthophoniste qui va s'occuper de la prise en charge de la petite Kafui ou bien la prise en charge est élargie à d'autres spécialités? Tout à fait, la prise en charge est élargie à d'autres spécialités. Puisque M. Etognon, on a parlé que d'orthophoniste qui va faire ci, orthophoniste qui va faire ça. Voilà. Est-ce qu'à part l'orthophoniste, il n'y a pas d'autres disciplines? Alors, le cas de Kafui que nous venons de voir, peut-être que c'est une petite fille qui aura aussi des difficultés à marcher. Exactement. Je suppose, puisqu'on n'a pas vu, en tout cas, on n'a pas vu la fille en déplacement. Mais je suppose que la fille aura peut-être des difficultés à marcher, puisque très souvent, c'est lié. Et donc là, le kinésithérapeute va intervenir pour aider à la marche. Maintenant, là aussi, si c'est compliqué, il y a un autre spécialiste, les techniciens en orthèse et en prothèse vont intervenir pour peut-être mettre un appareil si les membres ont besoin d'un appareil pour pouvoir avoir un peu de force et pour permettre à l'enfant de se déplacer. Très bien. Mais en dehors de ça, il y a aussi les médecins, par exemple les neurologues. Voilà, ils doivent aussi intervenir pour aider cet enfant. Un enfant IMC, c'est quoi? Puisqu'on parle d'une infirmité motrice cérébrale. C'est que le cerveau a été touché très tôt, peut-être avant sa naissance ou pendant sa naissance ou juste 2 ans après sa naissance, pardon. Et donc, si le cerveau est touché comme ça, et ça entraîne une infirmité motrice cérébrale. Et là, les neurologues aussi interviennent pour aider les cas-là en question. Et la patience doit être de mise de votre côté avec ces enfants-là. Il faut être vraiment, vraiment patient. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, tout à fait, parce que les résultats, on ne les a pas ici et maintenant. Alors que c'est ce que les parents attendent de nous. Ils veulent avoir tout de suite un changement, alors que ce qui se passe la plupart du temps, c'est une prise en charge qui dure dans le temps. Et les gens ne sont pas habitués aussi à ce genre de traitement où il faut venir voir le spécialiste dans son bureau tout le temps, parfois 2 ou 3 fois par semaine. Donc les gens ne sont pas habitués à ça. Quand ils viennent, très souvent ils pensent à des médicaments ou à des injections qu'on peut donner à leur enfant et du coup ça va corriger le problème. Alors que c'est pas ça. Il faut que ce soit des séances de rééducation et ça peut aller voir quelques mois ou quelques années. Très bien. Alors, parlons maintenant des principales causes des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Oui. Quelles sont les causes? Les causes sont multiples. Et le problème peut commencer dès que l'enfant, en tout cas dès la conception. Et au niveau de la conception, parfois on demande aux femmes enceintes de ne pas consommer, par exemple, des produits qu'on vend
au bord de la route. C'est très important. L'automédication. L'automédication. Exactement. Ouais. La consommation d'alcool pendant la grossesse, c'est aussi à ne pas faire. Il y a aussi la consommation des stupéfiants et autres. Ça peut agir sur le fœtus en développement. Et déjà, quand on prend de l'alcool, nous adultes, parfois ça tourne un peu dans la tête. Imaginez un fœtus en développement, un cerveau fragile, et la maman consomme de l'alcool, ça va agir et ça va créer des déformations. Alors ça, c'est ce qui concerne la période avant l'accouchement. Le problème aussi peut arriver pendant l'accouchement, pendant l'accouchement. Une cause périnatale. Tout à fait, autour de l'accouchement périnatal. Et là aussi, au niveau de l'accouchement, s'il y a des traumatismes, par exemple, on coince un peu la tête de l'enfant, ça peut laisser des séquelles sur le cerveau de l'enfant, et l'enfant là va entraîner, en tout cas, ces séquelles vont entraîner des conséquences comme les difficultés de langage dont nous parlons. Et ça peut aussi être après l'accouchement, donc post-natal. Voilà, un enfant qui tombe et sa tête touche un peu le sol, ça peut entraîner ces difficultés-là. Il y a aussi les maladies, on n'a pas parlé de ça, je n'ai pas parlé dans toute la ligne, que ce soit avant ou pendant ou après, les maladies, les virus peuvent entraîner ces difficultés-là. Donc les causes sont multiples. D'accord. Les causes sont multiples. Quelque chose d'autre à ajouter par rapport aux causes, M. Itono? Non, je n'ai rien à ajouter. Sinon, il faut dire que lorsque nous parlons de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, c'est différent un peu de l'IMC. La vidéo que nous venons de voir, c'est une infirmité motrice cérébrale. Ce n'est pas un trouble spécifique du langage et des apprentissages. En général, les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, les données montrent qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des circuits cérébraux qui interviennent dans l'état soit de la lecture, soit du calcul. Donc lorsqu'on fait un scanner, tout est normal, mais il y a un défaut d'activation. Lorsqu'on fait le calcul, il y a les zones du cerveau qui doivent être activées pour que l'enfant puisse bien faire le calcul. Donc pour un enfant qui présente un trouble lié au calcul, cette zone du cerveau n'est pas activée. Donc ce n'est pas une lésion en tant que telle, mais c'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement, d'accord. Comment ces troubles vont-ils s'exprimer? Est-ce qu'il y a des signes ou bien des symptômes? Comment on peut les détecter? Est-ce que les signes sont facilement identifiables, M. Coré? Oui, ces signes sont identifiables. Là, comme M. Tonio venait de recadrer les choses, effectivement, nous allons parler un peu des troubles de façon générale. On ne va pas trop s'appesantir sur les troubles spécifiques. De façon générale, alors, un enfant déjà qui naît, dès l'accouchement, ne pousse pas son premier cri, il y a un souci. Un enfant qu'on a réanimé. Qu'on a réanimé. Et donc, pourquoi? Parce que le premier cri permet d'aérer le cerveau. Donc, l'absence de ce cri-là, et plus ça dure, plus ça entraîne des dégâts sur le cerveau de ce sujet. Donc, déjà, ce premier cri qui est absent est un signe, est un premier signe. Alors, quand on prend la période de 0 à 1 an, normalement, l'enfant doit dire ses premiers mots. Dans 1 an et demi, l'enfant doit dire ses premiers mots, papa ou maman ou un autre mot. Alors, si l'enfant ne dit pas dans cet intervalle-là un premier mot, un mot, ça vous donne qu'il y a un souci et que les parents doivent consulter. Et à 2 ans, l'enfant doit mettre ensemble 2 mots pour faire une phrase simple. S'il ne le fait pas, on doit consulter. Maintenant, au-delà de 2 ans, l'enfant doit quand même construire des phrases, enrichir, varier un peu ses phrases. Mais si ce n'est pas fait, les parents doivent aussi consulter. Ou à tout âge. À tout âge, si l'enfant ne réagit pas au bruit, ça voudra dire qu'au niveau de son audition, il y a un souci. Donc les parents doivent consulter également. Ou bien dans les productions de l'enfant. On voit que l'enfant tire un peu sur les syllabes ou sur les sons. Quand il veut produire des mots, il tire un peu, c'est un signe peut-être d'un bégaiement. Les parents peuvent consulter également. Très bien. Nous allons passer au deuxième cas de ce soir. Alors, tout à l'heure, parmi les causes des troubles du langage et de l'apprentissage, les professionnels du langage, justement, de la communication, que sont les orthophonistes présents sur ce plateau, ont mis l'accent tout à l'heure sur une cause principale, la cause
périnatale, c'est-à-dire qu'il aurait un problème qui soit survenu pendant l'accouchement. Alors nous allons regarder du côté de la petite Kaffi pour voir si son accouchement a un rapport ou un lien avec son état de mal-être. On l'a vu tout à l'heure, la petite Kaffi, elle n'est pas bien du tout. Il faudrait qu'on l'aide pour qu'elle retrouve la motricité de ses membres ou bien même l'usage de la parole. Elle a 5 ans, si beaucoup. Alors nous allons voir si l'accouchement a un rapport avec l'état de santé de Kaffi. Nous allons interroger la maman de Kaffi. Elle va s'exprimer, elle va apporter donc ce témoignage par rapport à comment le Kaffi est né, bien a été né, voilà, a été accouché, voilà. C'est ce que comme vous voulez. Tout à l'heure, le témoignage de maman de Kaffi. Faut attendre le mercredi. Et mi kwanji. Tu fais que mi kwanji. Obo gamo super voir. Tension le dinam tani matin divir la tension. Mi no fima kaka mke. Mke cha no ne ko oba tension ko le dinam. Kaka yo ba. O possible 16h mo yo ba fifia matin gaji. Gadia. Et dia lato o. Kaka Dokita ala iji, ala igaji, lazi. Podwadora bono do o. Kaka majola balo gwabana alitonium keko de jala tentota. Mijo ile tokwe. Yo balo ordonnance be minimum. Kole. Ifia ko ordonnance ma enuti. Am keke mbo manya ba nuti. Yo ba de oxygène kuto. O wasebe M1 na. Yo ba kwacham le senu. Yemi ba nyacha mochore nchikabo nibo lawe kaka o kaka ho sebe 3 ans mo ina kembo bato ani no nyere kembo o ba fia mi sino konreji emi sino kwa si nya dokita bana tension wo do le hukaji nya afoku alojine sugbo ta ena echi yebo susu macha ho abita de mia no onyo na vivi zangira konje domiru afia banyaba fia na afia fia cha owon eni leba to dia just meni egbenye just meni Kaffi baba yi bila dogolo kaka mi da dogoma mi da dogo ni swaro baba yi. Voilà, pour résumer en quelques mots les propos de la maman de la petite Kaffi, elle a dit que son accouchement, l'accouchement de son enfant a été un accouchement difficile. D'abord, elle-même, elle a eu une tension artérielle assez élevée au moment de l'accouchement, ce qui a fait traîner un peu la sortie de son bébé, avec tous les autres petits problèmes liés à son accouchement. Bref, retenez tout simplement que l'accouchement de Kaffi a été très difficile, ce qui a entraîné chez cette petite fille malheureusement des séquelles. Et nous saisissons donc si les orthophonistes étaient des gynécologues ou bien sont des gynécologues, j'aurais dû leur poser 1 ou 2 questions par rapport à l'accouchement de Kaffi. Malheureusement, ils ne sont pas des gynécologues, ce sont des orthophonistes. Alors, nous saisissons juste l'occasion de ce témoignage pour rappeler aux futures mamans, c'est-à-dire aux femmes enceintes, l'importance des consultations prénatale, parce que plus tôt les problèmes liés à l'accouchement sont détectés, mieux les spécialistes de la maternité pourront anticiper sur les probables ou bien les éventuelles complications liées à l'accouchement. Monsieur Coré, vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, parce que très souvent les gens attendent que la grossesse arrive à terme avant d'aller voir les sages-femmes ou les matrones. C'est pas vraiment conseillé. Si une grossesse est bien suivie, on voit l'évolution et très tôt, on peut peut-être essayer de voir s'il y a des complications, on peut intervenir pour aider et l'enfant et la maman.
D'accord, je suis d'accord avec vous. Alors, comment arrivez-vous, Monsieur Tonio, à diagnostiquer les troubles du langage ou de l'apprentissage chez un enfant? Est-ce qu'en dehors des signes visibles, il y a des tests que vous faites? Oui, nous faisons généralement un bilan. Lorsque nous recevons l'enfant, d'abord il y a l'entretien qui se fait avec les parents. Et après l'entretien, on fait passer l'enfant à des tests. On soumet l'enfant à plusieurs tests. Et ça dépend de ce que l'enfant présente. Si c'est un trouble du langage oral, il y a un test qui est composé de 2 volets, l'aspect compréhension et l'aspect expression. Donc au niveau de la compréhension, on lui montre les images et on dit les images et on lui demande de montrer. Par exemple, il y a 4 images, par exemple, et on dit peut-être le chien, on va voir si l'enfant comprend le chien. S'il comprend le mot chien, il va montrer l'image de chien. Ça, c'est au niveau de la compréhension. Au niveau de l'expression, il y a plusieurs aspects. Il y a l'articulation. Donc, on lui fait répéter les sons ou les syllabes. Et on va voir s'il y a un phonème qui est altéré. Il y a également le mot. La personne peut bien articuler le son en isolé, mais lorsqu'il s'agit de prononcer un mot, la personne peut avoir des difficultés. Et dans le mot également, on peut remarquer certaines déformations. Ensuite, il y a le langage proprement dit. Et là, il y a le vocabulaire. On lui donne les images et puis on lui demande de donner le nom de l'image. C'est la dénomination. Donc, ça, ce n'est qu'un petit aspect. Il y a plusieurs aspects et plusieurs tests. Il y a également la mémoire, pour voir si l'enfant n'a pas de difficultés au niveau de la mémoire, au niveau de la lecture, pour voir si l'enfant n'a pas de difficultés au niveau de la lecture, au niveau du calcul, du raisonnement logico-mathématique. Comment est-ce que l'enfant raisonne face à un problème? Il y a également des activités au niveau du graphisme. Est-ce qu'il arrive à bien tenir son stylo? Est-ce que l'écriture sur la ligne s'est bien faite? Est-ce que l'enfant ne fait pas trop de ratures? Il y a également l'aspect lié à l'orthographe. Donc, lorsqu'on reçoit un enfant, en fonction de la plainte des parents, l'orthophoniste essaie de soumettre l'enfant à plusieurs tests. Et il y a 2 tests. Il y a des tests non standardisés, c'est-à-dire les tests qui ne sont pas étalonnés. Il y a également des tests qui sont étalonnés. Donc, lorsqu'on évalue l'enfant, on voit l'ensemble des résultats qu'il a. Il y a une analyse qualitative qui se fait. On va voir quelles sont les déformations de l'enfant, mais également une analyse quantitative. Qu'est-ce que l'enfant a eu? Et on le compare par rapport à la moyenne. Je donne un exemple. Au niveau de la lecture, l'enfant a eu un score de 8 sur 20. Et alors que la moyenne, c'est 10 sur 20. Donc cet enfant est à moins 2 par rapport à la moyenne. Donc c'est l'ensemble de ces analyses qui permet à l'orthophonie de dire que votre enfant présente telle difficulté et c'est lié à tel aspect. Et après avoir posé un diagnostic, on met en place un projet thérapeutique. Pour 2 enfants, on peut demander un bilan complémentaire. Peut-être c'est un enfant qui vient et qui a des problèmes de lecture. On peut demander d'aller chez un médecin ophtalmologue pour voir si l'enfant n'a pas de problème visuel. Peut-être c'est un enfant qui vient parce qu'il ne parle pas. On peut lui demander de faire une consultation ORL pour voir s'il n'a pas de difficultés pour entendre. Donc l'orthophoniste fait le bilan, mais il peut demander également des consultations complémentaires pour que d'autres spécialistes également puissent voir l'enfant. Et c'est après avoir analysé tous ces résultats que l'orthophoniste pose un diagnostic. Très bien. Et est-ce que ces troubles sont-ils toujours liés à la petite enfance ou bien les adultes aussi sont concernés? Tout à fait, les adultes aussi sont bien évidemment concernés. Alors, un adulte qui parle très bien, suite à un AVC oui, peut perdre complètement ou partiellement son langage. Exactement. Et tel que nous l'avons vu même chez la petite Cafu, il peut être aussi dans cet état-là, parce que la salive peut couler, et puis il va perdre la motricité aussi de ses bras, l'usage de ses bras, et donc l'orthophoniste l'usage de la parole aussi. L'usage de la parole, l'orthophoniste doit l'aider à réapprendre tout ça là. Il peut perdre même la mémoire, il peut ne plus reconnaître les membres de sa famille, il peut même plus reconnaître, en tout cas s'il était spécialiste d'un domaine donné, il peut tout perdre. Et donc avec l'orthophoniste maintenant on peut l'aider pour voir s'il peut retrouver tout ce qu'il a perdu.
Très bien. Je vous invite à présent à une séance de prise en charge orthophonique avec un petit garçon âgé de 7 ans. Il s'agit de Béni qui a des difficultés d'apprentissage scolaire dues à un problème de langage et de communication. Comment l'orthophoniste va-t-il l'aider? Suivez de près cette séance. Béni est suivi et ça fait déjà 4 ans. Regardez ceci. Nous sommes en train d'aider cet enfant à ce que, sur le plan scolaire, qu'il puisse mieux évoluer. Et si on vous dit au début, ces difficultés étaient vraiment grandes pour ne pas le dire, et maintenant il a beaucoup progressé. Et nous tenons à féliciter beaucoup la maman qui fait ses efforts. Et au départ, ils étaient à Takwame, mais de temps à autre, il a amené l'enfant ici. Béni, ça va? Je n'entends pas, ça va? Oui. Ah, ça va, non? Qu'est-ce que tu as mangé? Le thé. Tu as pris le thé, non? Ah, tu as pris le thé où? À la maison ou bien ici? À la maison. À la maison. Qui t'a fait le thé? Maman. Maman a fait le thé. Tu l'as dit merci? Tu l'as dit merci à maman? Ah, ok, c'est pas encore grave, mais prochainement, il faut dire merci à maman. Alors, Béni, dis-moi, montre-moi la fille qui dessine au tableau. Ah, c'est ici, non? La fille là, c'est une fille ou bien c'est un petit garçon? C'est une fille. C'est une fille. Elle dessine quoi? Une maison. Ah, elle dessine une maison. Donc ici, c'est une des difficultés que l'enfant a. Tu vois, les déterminants, au lieu qu'ils disent une maison, ils disent une maison. Et ça fait que ça a d'impact à l'école. Et les enseignants peut-être vont penser que l'enfant est paresseux ou bien l'enfant ne connaît pas. Oh, l'enfant a des difficultés. Vous voyez ça? Et c'est sur ces difficultés que nous nous attelons pour que l'enfant puisse mettre la différence entre ces déterminants et pour que aussi qu'il puisse faire une phrase complète, sujet, verbe, complément, pour que lui aussi puisse réussir bien à l'école. Alors, montre-moi où l'enfant lave les assiettes. Oh. C'est un garçon ou bien c'est une fille? C'est une fille. Ah, une fille. Ou bien, elle a porté quoi? Une jupe verte. Ah, une jupe verte. Merci beaucoup. Montre-moi où l'enfant est avec le chien. Ah, c'est un garçon ou bien c'est une fille? C'est une fille. Voilà, c'est une fille. Vous voyez qu'il s'est rattrapé maintenant ici. Donc, au fur et à mesure de le faire, il faut le faire dans plusieurs séquences pour qu'il puisse intégrer le déterminant. Voilà, une fille. Au début, il a commencé comme tous les enfants, papa et maman, à 1 an, 5 mois comme ça. Bon, nous étions à la maison, on était seuls. On était seuls. Et bon, une soirée, il s'amusait seul dans la cour quand un épervier était descendu pour le prendre. Donc il avait eu tellement peur. Il avait eu peur. Bon, la nuit, il a fait la fièvre. Et on a fait les soins au CMS d'Idjolé, bon, pensant que ça va passer. On sans savoir que ça aura d'incidents plus tard. Bon, après, on a remarqué un retard. Le langage a complètement disparu. Donc, c'est après qu'on a commencé par s'inquiéter que non, qu'il y a un problème, un souci qui naissait. Et donc, on avait appris par rapport au centre. On était venu. Donc moi je viens, ça fait déjà 4 ans ça, depuis 2014. On nous avait dit, la peur l'avait créé quelque chose dans son cerveau. Bon, c'est les spécialistes qui l'avaient dit. Donc bon, on a commencé la rééducation. Il n'avait pratiquement pas de mots, comme on peut le dire. Donc ils nous ont dit qu'ils vont l'assister à faire valoir son dépôt lexical, linguistique. Bon, et puis ça a marché au début, ça marchait bien. Après, il y a le bégaiement qui s'est encore fait sentir. Il bégait. Donc ça fait que, bon, il n'a pas vite commencé l'école à 3 ans comme tous les autres. C'est à 4 ans, on l'avait mis au CI. Donc on a expliqué au tata que c'est comme ça, il a un problème particulier. Bon, les tatas aussi ont fait leur pas. Donc par rapport au dépôt lexical, on a vu qu'il a commencé par formuler des phrases. Des fois, il vient, après les séances, il donne un mot, même nous sommes surpris. Et donc, c'est l'occasion même de remercier les tontons et les tatas qui travaillent ici. Et bon, par rapport au bégaiement, quelques mois après maintenant, c'est encore ressurgi. Très gravement même, donc je suis revenu leur expliquer. Ils nous ont dit peut-être qu'il y a une pression interne qui s'est encore
manifester. Bon, on a vu dans l'ensemble, on n'a pas vu de quoi il s'agit. C'est après que j'ai vu que on a compris d'où ça nécessitait par rapport à l'école. Quand les camarades disent Béni parle bien, il est encore complexé puis il se referme. Et maintenant, quand il veut faire sortir le mot, le bégaiement est très accentué. Mais maintenant, ça va, sincèrement, ça va. Montre-moi où la fille a soulevé la main. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que la fille a porté? C'est une jupe ou bien c'est une robe? Une jupe verte. Merci beaucoup. Une jupe verte. Félicitations. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et tu as bien travaillé. Hein? Voilà, prochainement, quand tu vas prendre le thé, tu vas m'inviter, non? Ah, et prochainement, tu vas dire aussi merci, maman. C'est d'accord? Voilà. Voilà le cas de Béni. Monsieur Coré, le problème de bégaiement qui a été évoqué ne risque-t-il pas d'entraver le résultat attendu, puisque le bégaiement, on le sait, c'est aussi un trouble du langage? Tout à fait. Donc, c'est un trouble de la communication qui affecte le langage et ça va parasiter effectivement l'évolution de la prise en charge. Exactement. Et parce qu'il faut gérer maintenant deux choses à la fois. Donc, l'enfant n'a pas assez de mots et il commence à peine à en avoir. Et puis, alors, le bégaiement s'est invité. Donc, ça va vraiment être un peu difficile, mais pas impossible. Et puis c'est tout à fait aussi normal parce que quand on apprend aussi une langue au départ, surtout chez les enfants qui n'ont pas de problème comme Béni, parfois ça arrive comme ça. Quand on acquiert un nouvel outil, on veut l'utiliser, en l'utilisant on est un peu pressé, parfois on bute un peu. Ça arrive aussi très souvent comme ça. L'enfant, selon le témoignage ou bien les dires de la maman, l'enfant qui a vu l'épervier descendre sur lui, alors cette peur que l'enfant a ressentie suivie du traumatisme, est-elle réellement la cause de la déstabilisation de son langage? Puisque la maman l'a dit, au départ, il évoluait bien. Il disait papa, maman, comme tout enfant de son âge. Alors, plus subitement, survient la perte de langage. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque on dit que c'est l'épervier qui est descendu sur lui, qui lui a fait peur, qui a causé ce trouble de langage chez Béni? C'est vrai que c'est possible que ça puisse être comme ça parce que un choc émotionnel peut aussi entraîner des perturbations et désorganiser aussi, en tout cas chez l'enfant, son développement. C'est possible. Maintenant, il fallait voir avant cela comment était l'enfant avant d'affirmer. Donc nous, ici, on ne peut pas affirmer que c'est effectivement la cause des difficultés du jeune garçon. Mais ce que nous savons, c'est possible parce qu'un enfant qui subit un choc émotionnel peut avoir des difficultés de langage. Oui. Très bien. Monsieur Etonam, tout à l'heure, en parlant des divers troubles de langage, vous avez cité quelques-uns. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque trouble de langage correspond une solution spécifique dans la prise en charge? Est-ce que c'est le cas? Chaque cas avec son protocole de traitement? Bien sûr, chaque cas avec son protocole de traitement. Et chaque sous-cas avec son protocole de Il y a des traitement. Bien sûr. Donc, lorsqu'un enfant a des difficultés de lecture, le protocole est différent. C'est ça. Même dans la lecture, est-ce que c'est la voie d'adressage? Est-ce que c'est le mot irrégulier ou bien c'est le mot régulier? Là-bas aussi, il y a des sous-protocoles. Donc, lorsque nous recevons un enfant, juste après le bilan, on essaie de voir, bon, lorsqu'un enfant a des difficultés, on voit que l'enfant n'arrive pas à parler. On voit que l'enfant n'arrive pas à lire, l'enfant n'arrive pas à faire les calculs. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'enfant n'arrive pas à réaliser ses activités? L'orthophoniste, après le bilan, lui se rend compte. Et il met en place des activités pour pouvoir d'abord travailler les prérequis à l'acquisition de la notion qui est difficile. Je donne un exemple par rapport à l'enfant qu'on vient de voir, Béni, qui n'arrive pas à parler. D'abord, pour parler, il faut avoir les bases de la communication. Il faut avoir... Il y a un problème de déterminant. Il dit, au lieu de là, il dit le, au lieu de un, il dit une. Exactement. Donc, il faut voir les bases. Quelle base l'enfant doit acquérir pour pouvoir dire le et là? Il faut que l'enfant connaisse la notion de genre, masculin et féminin. Une fois que l'enfant ne connaît pas ça, vous pouvez tout faire. L'enfant ne peut pas prononcer le ou là, il ne peut pas connaître ça. Donc, l'orthophonie travaille les bases pour pouvoir acquérir les notions. Et il ne le fait pas seul. Très bien.
Non, il le fait avec les enseignants, avec la famille. Les pédagogues. Exactement, les enseignants, ça vraiment, ils interviennent beaucoup. Très bien. Nous allons évoluer dans cette émission avec un autre cas. Vous savez, la rééducation fonctionnelle des enfants ou des adultes se fait, des adultes qui ont justement des problèmes de langage ou bien de la communication, ou bien des troubles de l'apprentissage. Alors, cette rééducation fonctionnelle se fait au niveau du Centre national d'appareillage orthopédique, le CNAO, qui est situé ici à Lomé. Alors, ce centre comporte différents services et accueille beaucoup de patients, dont la petite Elisabeth. La petite Elisabeth est âgée de 8 ans. Alors, nous allons la retrouver tout à l'heure au niveau du service d'orthophonie. Quel est son problème? Regardez ceci. Ici spécialement, vous êtes à la salle des orthophonistes où se déroulent des séances de rééducation orthophonique. Prenons tout patient, que ce soit des patients adultes, que ce soit des patients enfants ou des personnes âgées. Et actuellement, vous êtes en train d'assister à une séance de rééducation qui se passe avec un de mes collègues qui prend en charge un enfant qui a des difficultés de compréhension. L'enfant que j'ai ici, c'est un enfant qui a été opéré des amygdales. Voilà. Alors ça a causé comme des troubles d'articulation. Elle a aussi un problème au niveau de la voix, sa voix ne porte pas, elle voit un peu souffler. Du coup, au début, on avait fait une évaluation orthophonique pour pouvoir mettre les points sur les i, c'est-à-dire voir les vraies difficultés qu'elle a. Alors ici à l'issue de l'évaluation qu'elle avait des difficultés à prononcer certains sons, comme le F, le P, le D, le G, voilà. Alors on a commencé par travailler premièrement le souffle pour que ça rapporte. Et là on est en train de travailler maintenant sur le son F. A, F, G, D. On a été composé, c'est A, D. Voilà. A, F, G, D. On peut aller. Un qui a terminé là-bas. Il y a des que là. Qui est là? T, les, faux, non. On l'a très passé. T, faux, encore. T, les, faux, encore. T, les, faux, non. Ah, super. Il y a bien la pomme de kilo. Et qui me dit alors, il y a que c'est une vidéo. Mais il y a comme il y avait flower. D'accord? Super. On essaie aussi d'étoffer certaines autres capacités comme le lexique, la capacité morpho-synthétique, c'est-à-dire la capacité à faire des phrases. Mais le travail pour toutes les séances s'accentue sur le son F pour l'instant. Alors après avoir acquis ce son, on va peut-être passer à d'autres sons. Il y a des cas qui sont relativement faciles, dont on peut avoir des résultats au bout de 30 séances. Vous devez savoir que chaque orthophoniste commence par une évaluation orthophonique et on prescrit souvent 30 séances. Alors au bout de 30 séances, on fait un bilan d'évolution. S'il y a évolution, donc on voit que ce qu'on a eu au bout de 30 séances est bon, on peut arrêter. Mais s'il n'y a pas, alors on est obligé de reconduire indéfiniment. Voilà. Mais pour les cas de trous d'articulation, la plupart, si ce sont, par exemple, si on a 2 sons sur lesquels on peut travailler au bout de 30 séances, on peut avoir d'énormes évolutions. Mais pour d'autres cas comme l'autisme, la dysphasie, des cas un peu plus sévères, là, on doit continuer indéfiniment. Peut-être 1, 2 ou 3 ans. Peut-être des prises en charge à vie. Zozo Léon. A, fort, né. Léon, allô. Ni Zola, Fona, Elisabeth, on ne faut pas, allô. Ok, c'est bon. Il y a une colonne de Yao. Il y a la colonne de Poto, photo. Ok, ok. Allez. Voilà, c'est tout ça là, c'est vraiment extraordinaire. Vous faites un travail formidable. Félicitations, merci. Monsieur Corée. Alors, par rapport à la progression de cette petite fille au cours des séances, est-ce qu'il y a de l'espoir qu'au bout de quelques mois, l'orthophoniste obtienne des résultats probants? C'est vrai qu'il a dit ça, tout dépend de la progression, de l'évolution de l'enfant. Voilà, effectivement, le résultat dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend d'abord de la motivation de l'enfant, mais aussi ça dépend également de l'accompagnement que les parents eux-mêmes
font, hein, parce qu'il y aura des séances que les parents se doivent animer, entre guillemets, à la maison. L'enfant vient chez l'orthophoniste pour peut-être 30 minutes ou plus 1 heure, mais le reste du temps, l'enfant est avec les parents. Et il y a des activités que les orthophonistes donnent aux parents pour aider leur enfant. Donc s'ils suivent ça, s'ils ne sont pas occupés par les activités, leurs propres activités, et qu'ils oublient d'aider l'enfant, ça peut aller vite. Mais maintenant, il y a aussi, comme je le disais par rapport à l'enfant, il y a ce qu'on appelle des compétences interpersonnelles. Ça voudrait dire que nous sommes dans le domaine du langage. Nous sommes 3 sur le plateau. Si on nous met dans un milieu étranger où il doit falloir apprendre la langue, une langue étrangère, peut-être quelqu'un parmi nous aura plus de facilité à apprendre la langue. Alors, si l'enfant a cette facilité-là à apprendre la langue aussi, ça peut aller plus vite. Voilà. Mais aussi, la lésion. Qu'est-ce qui a entraîné le problème? Si c'est une lésion, quel est le problème qui fait que l'enfant ne parle pas bien? Donc, tout ça là, cela dépend de ces facteurs-là et l'évolution dépendra de ces éléments-là. Très bien. Parlant de la prise en charge globale de ces cas, de ces différents cas, est-ce que cette prise en charge pose une certaine problématique, puisque vous êtes des acteurs clés de cette prise en charge-là, Monsieur Etognon? La première chose, c'est que l'orthophonie est une discipline nouvelle et que les parents sont habitués à avoir très vite des résultats. Lorsqu'ils sont malades, ils vont à l'hôpital, on leur prescrit des produits et puis bon, là, ils sont guéris. Mais pour ce qui concerne les troubles du langage, il faut ce qu'on appelle la patience. Vous avez vu pour l'enfant béni, et la maman a amené l'enfant pendant 4 ans au séance de prise en charge. Donc il faut d'abord la patience. Et la plupart des cas, les parents ne sont pas patients. Ou des fois, lorsqu'ils commencent par avoir des résultats, ils abandonnent la prise en charge, ils ne viennent plus. Et c'est quand les difficultés deviennent encore très importantes, ils reviennent. Donc ça, c'est la première difficulté que nous rencontrons. Également, au niveau des outils de bilan. Il y a certains outils qui ne sont pas adaptés à nos réalités socio- et culturelles pour pouvoir passer un bilan à un enfant. Donc, ce sont des tests standardisés. Et en Afrique, mais au Togo, on n'a pas encore de tests. C'est vrai qu'il y a des travaux qui sont réalisés par l'école de Lomé qui forme en orthophonie. Il y a un début d'adaptation de matériel, mais il faut des efforts pour qu'on puisse avoir des matériels adaptés à nos réalités socio-culturelles. Très bien. Monsieur Goré, est-ce qu'on peut prévenir ces troubles-là chez les enfants? Tout à fait, on peut prévenir. On peut prévenir. La prévention, vous l'avez déjà dit tantôt, déjà c'est la consultation pendant la grossesse. Les mamans qui consultent, voilà, font une prévention déjà. Maintenant, quand le trouble est installé, en tout cas, ou quand l'enfant naît et qu'on a trouvé qu'il y a des signes, il faut consulter rapidement. Et quand on consulte rapidement, on peut résorber la difficulté. Alors, maintenant, si la difficulté, elle est là, la rééducation qu'on fait permet aussi de récupérer totalement ou partiellement. C'est aussi un niveau de prévention pour que le trouble ne se complique pas. Donc, on peut effectivement prévenir. Prévenir, très bien. Le 4e et dernier cas concerne l'enfant Samuel qui a été référé par une clinique de la place au centre, au CNAO, Centre national d'orthopédie, d'appareillage orthopédique, parce que justement, le petit Samuel il présente une paralysie faciale. Une paralysie faciale due à une malformation congénitale. C'est-à-dire que l'enfant est né comme ça. Alors, et cette malformation congénitale l'empêche justement de bien parler, de bien communiquer. Quelle solution ou quelle méthode thérapeutique dispose l'orthophoniste pour remédier au problème du petit Samuel? Regardez cette séance de près et appréciez vous-même. C'est un enfant qui fait bien les phrases, qui a un bon développement langagier, mais le seul problème c'est sa difformité au niveau de la face, c'est-à-dire sa paralysie faciale. Et ça peut aussi influer sur certains sons. Et bon, là, le travail qu'on fait, on fait un travail plus fonctionnel de la face maintenant, c'est-à-dire des massages au niveau de la face, histoire de retravailler sur la paralysie de la face. Et, comment dire, sur la symétrie de la face. Parce que si on voit bien, il y a une partie qui est déformée et on doit ramener l'autre partie à sa place pour que ça soit bien symétrique. Quand on parle de la paralysie faciale, c'est qu'il y a une partie, la musculature de la face, il y a une partie qui est plus faible que l'autre. Du coup, ça entraîne, c'est un peu comme deux personnes qui sont en train de tirer une corde. Il y a une qui est plus forte que l'autre. Du coup, la personne qui est plus forte va tirer
et fait tomber la personne qui est plus faible. Alors, quand on voit sa face, il y a ici ce que nous on appelle le pli nasogénien. C'est une trace que tout le monde a. De ce côté, il y a un côté, bon, au début c'était plus visible quand même, et un côté où le pli nasogénien n'existait pas. Il y a un côté qui est plus tiré comme ça. Alors, le travail, c'est juste de renforcer la partie faible, la musculature de la partie faible, pour que ça devienne un peu plus tonique, pour essayer de rééquilibrer la face. C'est un peu ça. Voilà. Alors, ça se fait à travers des massages. Ça, c'est juste pour stimuler un peu les muscles de la face. Ça fait un peu mal. Des fois, on cause un peu avec l'enfant pour essayer de le calmer. Voilà. Doucement, c'est pas mal. Nous, je le connais encore d'abord. Encore d'abord le bonne. Encore d'abord le bonne après. Encore d'abord après. On doit encore d'abord. On a voulu faire. Papa encore d'abord l'amion. Akpa man. Ça veut dire que akpa après. Papa allez l'eau. Il y a nous au plat akpa on a n'a ya. Alors on a bu. On a n'a déjà vidéo. On a nama. Et nous on a nama. Les cas là me fait. C'est le même geste. On a d'autres choses qu'on peut faire juste pour rendre un peu la force à la face. On peut aussi faire ce qu'on appelle la cryothérapie, c'est-à-dire avec la glace, on peut essayer de refroidir la zone et aussi utiliser un peu la thermothérapie, c'est-à-dire bon, il y a des choses un peu plus chaudes, une serviette chaude, histoire de travailler un peu sur la face. Alors il y a plusieurs techniques qu'on utilise quand même. Nous sommes arrivés dans ce centre pratiquement près de 3 mois et le mal qu'on a amené, nous sommes satisfaits. Maintenant, quand il sourit, il n'y a pas tellement de déformation au niveau de la bouche. Ça va. Voilà, merci pour tout ce que vous faites à la population, pour la population togolaise. Monsieur Etono, la question maintenant c'est pour vous. Vous avez tenu les 20, 21, 22 août dernier le premier congrès scientifique sur les troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Quels étaient les objectifs de ce congrès et qu'attendez-vous comme résultat, Monsieur Coré? Oui, par rapport à ces troubles, nous savons que nous ne sommes pas les seuls spécialistes qui intervenons quand un sujet a cette difficulté. Donc l'objectif était de promouvoir la pluridisciplinarité de la prise en charge en rapport avec ces troubles. Et effectivement, au cours de ce congrès, il y avait plusieurs spécialistes qui étaient là, de différents domaines, qui étaient là et qui ont parlé, qui ont partagé leur expérience avec nous. Voilà. Il était aussi question, comme je le disais tantôt, du partage d'expérience. Voilà. Nous savons qu'il y a des pratiques innovantes ailleurs, et donc ces pratiques ont fait leur preuve, que ces pratiques sont probantes, et donc l'idée était aussi de partager ces pratiques-là avec les autres spécialistes. Voilà, on me fait signe que le temps qui nous est imparti pour cette émission est pratiquement terminé. Nous allons donc devoir clôturer l'émission de ce soir sur quelques conseils. Juste 2 mots, Monsieur Coré, qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux qui nous suivent ce soir? Quel est le message qu'il faut retenir par rapport au thème? Le message qu'il faut retenir, c'est que pour qu'un enfant puisse développer correctement son langage, il y a 3 choses. Il faut que le cerveau soit en bon état et fonctionne bien. Il faut aussi que l'audition, son oreille, soit en bon état et fonctionne bien. Mais 3e élément qui est vraiment un élément très important, c'est la famille, c'est l'entourage. Il faut que la famille soit toujours présente, qui parle à l'enfant. Il ne faut pas amener ailleurs quand il y a difficulté de langage pour couper le frein de langue. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un soin de langage. Ok. Un mot, juste un mot. Non, je vous taquine une phrase. Il ne faut pas que les parents attendent. Lorsqu'un enfant a des difficultés pour parler, il faut amener l'enfant chez les spécialistes, chez les orthophonistes. Ils sont au CHU Sylvanus Olympio, au CHU Campus et dans les hôpitaux à l'intérieur du pays. Plus la prise en charge est précoce
meilleure est la récupération. Merci beaucoup, chers invités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous espérons vous avoir donné beaucoup d'informations ce soir sur ce que vous êtes en droit de savoir concernant les troubles spécifiques ou non du langage et de l'apprentissage chez l'enfant. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers invités. Merci pour votre entière disponibilité et surtout pour toutes ces informations que vous nous avez livrées ce soir. Merci aussi pour nous avoir invités. Je vous en prie. Alors, merci à toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous le mardi prochain, même chaîne, même heure. Mais d'ici là, portez-vous bien, car la santé, votre santé en dépend. La santé n'a pas de prix, mais la santé a... Prêtez-moi le mot. À un coup. Très bien, la santé a un coup. Voilà. Excellente soirée sur la première. À très bientôt. Au revoir.